Bienvenue sur Pills & Co, la science simplifiée pour vous. Abonnez-vous et partagez. Salut tout le monde et bienvenue sur Pills & Co. Alors ici on décrypte de manière simple et accessible la santé, le corps humain, les médicaments, bref, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on démarre une toute nouvelle série d'explications sur un grand classique. Un truc qu'on a littéralement tous chez nous, le paracétamol. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines explications et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois. Ah, et un petit rappel super important avant d'aller plus loin, cette explication est là uniquement pour l'aspect éducatif. Ça ne remplace absolument pas l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien. Au moindre doute, on demande toujours conseil à des professionnels. Bon, on a tous cette petite boîte dans notre armoire à pharmacie, pas vrai? C'est tellement courant qu'on finit par complètement le banaliser. On l'avale et on n'y pense plus. Mais attention, ce n'est pas un produit magique. C'est un vrai médicament avec des mécanismes biologiques très précis. Alors, comment ça marche vraiment à l'intérieur du corps? Qu'est-ce qui s'y passe exactement? En gros, on l'utilise principalement pour deux grandes choses. D'abord, la douleur. Il va aider à soulager ces petites douleurs du quotidien, celles de légères à modérées. On parle des fameux maux de tête, des douleurs dentaires ou de ces vilaines courbatures. Ensuite, sa deuxième grande mission, c'est la fièvre. On dit qu'il a une action antipyrétique. C'est un grand mot un peu technique, mais ça veut tout simplement dire qu'il aide à faire baisser la température corporelle quand elle grimpe trop. Mais attention, il y a une nuance absolument cruciale ici. Soulager, ça ne veut pas dire guérir. Il ne traite pas forcément la cause de fond. Par exemple, si votre mal de tête est dû à un manque d'eau, le médicament va calmer la douleur, bien sûr, mais ça ne remplace pas le grand verre d'eau dont le corps a besoin. En fait, imaginez que la douleur soit une alarme incendie. Ce médicament, il vient baisser le volume de l'alarme pour qu'elle soit moins assourdissante. Mais ça n'éteint pas le feu. Il faut toujours chercher la vraie cause. Du coup, comment est-ce qu'il arrive à baisser ce fameux volume? Prenons un exemple tout bête. Imaginez un gros choc sur un doigt. Au point d'impact, bam, des petits messages chimiques sont créés instantanément. Ces messages vont activer des nerfs ultra spécialisés, qui agissent un peu comme des câbles de transmission. Le signal fonce vers la moelle épinière, puis remonte tout droit vers le cerveau. Et c'est là, vraiment tout à la fin du trajet, que le cerveau lit le message et comprend la douleur. Eh bien, c'est pile à ce niveau-là que ça se passe. Notre médicament a ce qu'on appelle une action principalement centrale. Ça veut dire qu'il ne s'occupe pas de votre doigt meurtri, non, il agit directement au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Son job, c'est d'aider votre système nerveux central à filtrer ces signaux. Le message d'alerte arrive toujours, mais il est mis en sourdine. Ça devient tout de suite beaucoup moins envahissant et plus supportable. Et c'est ça qui illustre parfaitement ce qu'il ne fait pas. Il ne va jamais réparer les fibres d'un muscle déchiré. Il ne soigne pas une dent abîmée, ni ne remet une articulation en place. Son rôle n'est pas de réparer la structure. Tout ce qu'il fait, c'est nous donner du répit. Il nous aide à supporter le signal d'alerte pendant que notre corps fait son travail de réparation, ou en attendant qu'un professionnel traite la vraie origine du problème. Bon, ça c'était pour la douleur. Passons maintenant à sa deuxième grande fonction, la fièvre. Et pour comprendre ça, on doit faire un petit détour par une zone fascinante, l'hypothalamus. C'est une toute petite région située en plein cœur du cerveau, mais c'est littéralement le thermostat de notre corps. Pensez au boîtier qui contrôle le chauffage d'une maison, c'est exactement le même principe. Il régule en permanence notre température pour la garder optimale. Mais quand on tombe malade, il se passe quoi? Notre système immunitaire repère une infection. Et là, il envoie un signal d'urgence à ce fameux thermostat pour lui dire « Hey, monte le chauffage !» En réponse, le corps se met à produire et à conserver un maximum de chaleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on claque des dents et qu'on a des frissons avant même que la fièvre ne s'installe. C'est une vraie réaction de défense. Et le paracétamol dans tout ça? Eh bien, il vient tout simplement aider à réinitialiser ce thermostat pour le redescendre vers un réglage normal. Le point crucial, encore et toujours, c'est de regarder le contexte. Faire tomber la fièvre, c'est bien, mais ça ne fait pas disparaître l'infection par magie. La fièvre, c'est une information précieuse. Il faut vraiment évaluer la situation globale. On regarde l'âge, la durée et l'intensité de l'épisode fiévreux, et surtout, les autres symptômes à côté. Si c'est très élevé, que ça ne passe pas, ou qu'il y a une grosse fatigue, des vomissements ou de la confusion, là on ne cherche pas, on consulte directement un professionnel. Bref, pour résumer, le paracétamol est un allié super pratique pour mettre la douleur sur silencieux et pour aider à reprogrammer notre thermostat interne. Mais l'histoire est loin de s'arrêter là. Que se passe-t-il exactement à la seconde où on avale ce comprimé? Quel chemin va-t-il emprunter dans notre système digestif pour réussir à passer dans le sang? Eh bien, gardez cette question en tête parce que c'est exactement ce voyage incroyable qu'on va explorer dans la prochaine partie de notre série. À très vite! Passons maintenant à la suite de notre exploration. N'hésitez pas à liker la vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de notre explication. C'est parti pour continuer notre exploration. Aujourd'hui, on va littéralement voyager à l'intérieur du corps humain pour suivre le trajet du paracétamol.
Bon, avant d'aller plus loin, faisons un tout petit récap de ce qu'on a vu la dernière fois, histoire d'avoir une bonne base. En gros, le paracétamol, ça soulage la douleur, ça fait baisser la fièvre et ça agit sur notre système nerveux central. C'est un peu comme baisser le volume d'une alarme, mais attention, ça ne répare pas la cause qui l'a déclenchée. Mais la vraie question, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que se passe-t-il exactement quand on avale ce petit comprimé avec un verre d'eau? Quel est son parcours une fois à l'intérieur? De la bouche à l'intestin, c'est la toute première étape de ce grand voyage. Dès que le comprimé est avalé, hop, il descend le long de l'œsophage et atterrit directement dans l'estomac, pour ensuite continuer sa route vers l'intestin. C'est vraiment un processus mécanique. Ça prend un petit peu de temps de digestion bien sûr, mais c'est absolument essentiel pour la suite des événements. Et ce qui est super intéressant, c'est ce qui se passe dans l'estomac. Le comprimé ne reste pas tel quel face au suc gastrique. Il va se désagréger en quelques dizaines de minutes. Imaginez une sorte de petite capsule de livraison qui s'ouvre lentement pour libérer sa cargaison secrète. C'est ce qu'on appelle la substance active. Ici, c'est notre paracétamol, prêt à accomplir sa mission. Ensuite, le sang, notre réseau de transport pour la distribution dans tout le corps. C'est dans l'intestin que la substance active est absorbée, car ses parois agissent comme une véritable éponge géante. À partir de là, elle passe directement dans le sang. Et le sang, eh bien, c'est comme un immense réseau d'autoroutes qui traverse tout notre organisme à une vitesse folle. C'est ça qui permet d'acheminer le médicament partout et surtout vers notre système nerveux central pour calmer la douleur. Mais voilà le truc, ça ne reste pas dans le sang indéfiniment. Une fois que le médicament a fait son effet, notre corps doit s'en occuper pour l'évacuer. Alors, à votre avis, vers quel organe est-ce qu'on envoie tout ça pour que ce soit traité en toute sécurité? Direction le foie, l'usine centrale de notre corps, l'organe clé du traitement. Pour bien comprendre son rôle colossal, imaginez vraiment le foie comme une usine géante. À chaque minute, il filtre énormément de sang. Il reçoit les molécules du médicament, un peu comme des colis sur un tapis roulant. Son job de spécialiste, c'est de les trier puis de les transformer chimiquement. L'idée, c'est de modifier ces molécules pour qu'elles deviennent inactives et qu'on puisse les éliminer facilement. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Regardez bien cette différence. Si on respecte la bonne dose, aucun souci. L'usine est super bien organisée, les équipes de sécurité neutralisent sans problème les petites toxines, tout roule. Mais si on envoie trop de colis d'un coup avec une dose excessive, l'usine est complètement débordée. Les tapis roulants saturent, la sécurité n'arrive plus du tout à suivre et c'est là que ça devient dangereux pour le foie lui-même. Surtout qu'il faut garder en tête que cette fameuse usine ne tourne pas toujours à pleine puissance. Il y a des situations où il faut être hyper prudent. Si on a une maladie du foie, si on boit régulièrement de l'alcool, si on a un faible poids, un âge avancé, ou même si on prend d'autres traitements en même temps qui créent des embouteillages. Dans tous ces cas-là, l'usine tourne au ralenti. C'est pour ça qu'il faut absolument demander l'avis d'un professionnel de santé. Puis, l'élimination par le corps, l'ultime étape du cycle. Une fois que le foie a terminé son énorme boulot de transformation, il passe le relais. Et c'est au tour des reins d'entrer en jeu. Ce sont les filtres de sortie de notre corps. Ils vont tout simplement évacuer les restes du médicament en toute sécurité, principalement en les diluant dans l'urine. Et voilà, le cycle biologique est complètement bouclé. Mais attendez, avant de se quitter, posez-vous cette question. Vu que notre usine de traitement a des limites très claires, que se passe-t-il si on accumule les doses trop vite? Ou sans même s'en rendre compte, si on mélange plusieurs produits qui contiennent exactement la même substance active? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans notre prochaine explication, consacrée aux erreurs à éviter. On parlera des pièges et des bons réflexes avec l'image très parlante du verre qui déborde. C'est super important pour la suite, alors on se retrouve très vite. Passons maintenant à la suite de notre exploration. N'hésitez pas à liker la vidéo. Allez, on plonge directement dans ce nouveau décryptage. Juste pour faire un tout petit rappel de nos deux premières parties, on a bien vu que cette substance qu'on a absolument tous dans nos armoires, elle est super efficace pour faire baisser la fièvre et calmer la douleur. Et on a aussi vu que notre corps, et plus particulièrement notre foie, agit comme une vraie petite usine de traitement. Mais bon, aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Quelles sont les erreurs qu'on fait tous avec ce produit hyper courant et surtout, comment on les évite? Alors, le tout premier piège, eh bien c'est justement qu'il est trop connu. C'est fou, mais quand un produit est aussi familier, on a naturellement tendance à le banaliser. On le voit traîner partout, on a l'impression de le connaître par cœur, et du coup, on oublie complètement que ça reste un vrai traitement médical. Ce n'est pas parce qu'on en trouve dans tous les tiroirs que c'est inoffensif. Pas du tout. Connu, ça veut juste dire qu'on l'utilise souvent. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y a zéro danger. Pour prendre une image simple, avaler ce comprimé, c'est exactement comme conduire une voiture. Conduire, on est d'accord, c'est ultra banal. Des millions de personnes prennent le volant tous les matins. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut ignorer le code de la route? Évidemment que non. Sans règle, c'est l'accident garanti. Eh bien pour notre usine interne, pour le foie, c'est exactement la même mécanique.
c'est une habitude courante, mais qui demande de suivre des règles de circulation hyper strictes pour ne pas finir dans le décor. Bon, passons à un piège qui est super sournois, le piège des doublons. Imaginons la journée classique. Le matin, petit mal de tête, hop, on prend un comprimé. L'après-midi, on commence à avoir le nez bouché, des frissons. Là, on ouvre une autre boîte spéciale pour les symptômes du rhume. Et puis le soir, la fièvre monte, alors on prend encore un autre truc écrit spécial fièvre. L'erreur fatale, elle est là. Sous des noms différents, avec des emballages de toutes les couleurs, ces 3 boîtes peuvent en fait contenir exactement la même substance active. Et c'est ça qui est dingue, parce que sur le moment, chaque prise semblait totalement justifiée et sans danger. Mais notre corps, lui, il s'en moque du marketing. Il accumule. Ces doses, elles s'additionnent un peu comme un verre d'eau qui se remplit. Un petit fond le matin, un petit filet l'après-midi. Individuellement, ça a l'air de rien. Mais au bout d'un moment, le verre déborde. Et ce débordement, ça veut tout simplement dire que la capacité de traitement du foie est complètement saturée. Et pour couronner le tout, cette substance active adore jouer à cache-cache sous plein de noms différents. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, au grand jamais, se fier uniquement au gros logo commercial sur la boîte. Le vrai secret pour éviter la surcharge, c'est de lire la petite ligne de la composition. On cherche le mot paracétamol, mais attention, petite astuce, dans certains pays, cette même substance s'appelle de l'acétaminophène. Repérer ça, c'est littéralement notre meilleur bouclier. Alors, autre erreur super fréquente, l'impatience. Reprendre un comprimé trop vite parce que la douleur revient, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le foie a besoin de temps, c'est incompressible. Repensons à l'image d'une étagère et d'une horloge. Si on empile de nouveaux objets sur l'étagère sans avoir pris le temps de ranger les précédents, crac, tout s'effondre. Il faut laisser au moins 4 à 6 heures de répit entre chaque prise. Ce n'est pas une suggestion, c'est vraiment non négociable pour laisser le corps faire son job sereinement. Ce qui nous amène à une distinction, et là c'est capital, que beaucoup de gens confondent. La dose maximale face à la dose efficace. La dose maximale, ce n'est pas du tout un objectif à atteindre, ce n'est pas un record, c'est vraiment la ligne rouge d'urgence à ne jamais franchir. La vraie stratégie, la bonne approche médicale, c'est la dose efficace. C'est-à-dire trouver la plus petite quantité possible qui arrive à soulager, et ça sur la durée la plus courte possible. Mais du coup, on fait quoi si ça ne passe pas? Si la douleur ou la fièvre s'accroche pendant des jours? Eh bien, il faut se rappeler de l'alarme incendie dont on parlait dans notre première partie. Le médicament, il sert juste à baisser le volume de l'alarme. Mais si l'alarme n'arrête pas de sonner, c'est qu'il y a un feu quelque part. Masquer le bruit indéfiniment en avalant comprimé sur comprimé, c'est super risqué. Là, il faut agir et aller voir un professionnel pour trouver la vraie cause du problème. Il faut aussi garder en tête que notre usine interne n'est pas aussi robuste chez tout le monde. Il y a des situations qui demandent une prudence absolue et un suivi de près. Par exemple, en cas de maladie du foie, si on consomme régulièrement de l'alcool, ou pour les personnes très âgées ou d'un très petit poids. Et alors pour les enfants, là c'est tolérance 0 pour l'improvisation. Les doses doivent être calculées au gramme près, selon leur âge et leur poids exact. Il n'y a pas de place pour l'à peu près. En résumé, pour garder le contrôle total, on adopte cette petite checklist en 6 étapes. 1. On lit la composition, toujours. 2. On traque les doublons. 3. On respecte le chrono, ces fameux intervalles. 4. On vise systématiquement la dose efficace la plus faible. 5. Au moindre doute, hop, on demande conseil au pharmacien. Et 6. On consulte si ça dure. Franchement, c'est la méthode imparable pour se soigner sans jamais surcharger son organisme. Pour clore notre grande analyse sur ce sujet, l'idée à retenir est toute simple. Oui, c'est un allié absolument génial pour les petits pépins du quotidien. Mais sa facilité d'accès ne doit pas nous tromper. Ce n'est pas un bonbon qu'on avale par automatisme. C'est un vrai concentré de science qui mérite toute notre attention, notre rigueur et, finalement, le respect qu'on doit à tout traitement médical. Si ce décryptage a permis d'y voir plus clair, eh bien c'est le moment parfait pour rejoindre la communauté Pills & Co. Il suffit de s'abonner, de liker et de laisser un commentaire. C'est l'espace idéal pour poser des questions ou souffler des idées pour les prochaines analyses. L'objectif, c'est de continuer à décoder le fonctionnement de notre santé ensemble de manière super claire et détendue. Et pour finir, la règle d'or habituelle, tout ce qu'on vient de voir est strictement éducatif. Ça ne remplacera jamais l'avis ou le diagnostic personnalisé d'un vrai professionnel de santé qui reste le meilleur repère possible. Sur ce, terminons avec cette petite réflexion. Est-ce qu'on accorde vraiment assez d'attention à tous ces petits gestes médicaux qu'on fait machinalement tous les jours? Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour de nouvelles découvertes santé.